le journal. Vendredi 7 octobre 2022, il est 19h à Mandiko Télévision et c'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal et tout de suite le sommaire. Il n'y a toujours pas d'eau potable pour les pauvres habitants du quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. Cette pénurie d'eau expose ces Quinois oubliés à plusieurs maladies et contraintes insoutenables. Ils demandent les secours de services et autorités concernées. Le parc de Virunga est fortement menacé dans toute sa structure. Les M23 est signalé dans ses patrimoines de l'humanité où ces abus font fuir les touristes et causent de pertes dans les revenus. Corneille Nangaa est sur le charbon ardent depuis la publication de sa tribune qui soulève beaucoup d'interrogations dans l'opinion. Il doit répondre à cet effet à des plaintes déposées contre lui au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Bonsoir, ouvrons cette édition par cette brève qui vient de la présidence de la République. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine 4 gouverneurs, dont celle de la province du Maïndombe, celui du Kwilu, celui du Kwango et de la Tchopo. Au menu, la situation sécuritaire dans l'ex-Grand Bandundu et les cas du développement de la province de la Tchopo. Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, épouse du prince Édouard d'Angleterre, accompagnée de Lord Tariq Ahmad, ont salué le travail réalisé par le docteur Denis Mukwege dans la lutte contre les violences sexuelles lors d'une visite au centre hospitalier des Panzi. Profitant également de sa visite en RDC, ces membres de la famille royale ont eu une tête-à-tête avec les présidents de la République, Félix Tshisekedi, sur la tenue prochaine à Londres d'une conférence internationale sur la prévention de la lutte contre les violences sexuelles. Dans le but de s'enquérir des efforts déployés sur terrain en matière de prévention des violences sexuelles en RDC, la comtesse de Wessex, Sophie Rhys-Jones, épouse du prince Édouard d'Angleterre, 4e fils de feu la reine Elisabeth II, accompagnée de Lord Tariq Ahmad, ministre d'État et représentant de la première ministre britannique pour la prévention des violences sexuelles, ainsi que l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, se sont rendus à l'hôpital des Panzi pour rencontrer le docteur Denis Mukwege afin de palper du doigt la bravoure du prix Nobel de la paix 2018, devenu icône mondiale et appelé communément le réparateur des femmes. Sur place, ces membres de la famille royale ont visité le patient victime de violences sexuelles interné dans l'hôpital des Panzi. Selon Denis Mukwege, la présence de la comtesse de Wessex est un message fort envers ses victimes. Le crime ne restera pas indéfiniment impuni. L'épouse du prince Édouard a achevé sa visite à Panzi par un entretien avec les victimes des violences sexuelles, dont particulièrement une fillette de 4 ans, la moins âgée des victimes, qui attendait son opération. Après le passage au Sud Kivu à l'hôpital des Panzi, la comtesse de Wessex a été reçue à Kinshasa en audience par le chef de l'État Félix Tshisekedi afin de lui faire part des efforts qu'entreprend le Royaume-Uni dans la prévention de lutte contre les violences sexuelles en RDC. Il s'agissait aussi d'évoquer l'organisation dans le tout prochain jour d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. Et il faut continuer à appuyer les femmes, mais également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur le genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques ou tout autre effort. Les survivants doivent être au centre de tout cela. À noter que cette visite de la princesse, la comtesse de Wessex, rejoint la démarche du roi Philippe II de Belgique qui avait, lors de son passage en RDC, visité ces centres hospitaliers qui est bénéfique pour les victimes des violences sexuelles.
Dans un autre registre, turbulence dans l'appareil judiciaire du Nord Kivu, les avocats du barreau de la province et les auxiliaires de la justice sont descendus dans les rues de la ville de Goma depuis 2 jours pour dénoncer les multiples abus de pouvoir et autres anomalies à charge du premier président de la Cour d'appel, Nicolas Tuedibadi, dont ils réclament tous les départs. Il est reproché à ces hauts magistrats les clientélismes, le monnayage de dossiers, l'abus de pouvoir, la corruption et les trafics d'influence. Reportage. Les avocats, magistrats et auxiliaires du barreau du Nord Kivu ont marché le jeudi 6 octobre dans la ville de Goma pour aviser l'opinion publique ainsi que les autorités de la République des multiples malaises qui dérangent l'appareil judiciaire de leur province, en proie déjà aux affres des tueries récurrentes de la population, des enlèvements et pire, des exactions des groupes armés qui endeuillent les familles. Les hommes et les femmes en toge noire entendent dénoncer tous les greffes retenus. Aujourd'hui, les avocats du barreau du Nord Kivu ont décidé de saisir les autorités politico-administratives au travers d'une grande manifestation des rues qui sera sanctionnée par le dépôt d'un mémorandum contre la mauvaise gestion de l'appareil judiciaire dans le ressort de la province du Nord Kivu. Dans ces dénonciations, il se révèle un cas particulier dont la responsabilité dans cet état des choses est bien plus importante. Il s'agit du premier président de la Cour d'appel de Goma, le haut magistrat Nicolas Tuedibadi, qui serait un véritable phénomène. Suite à un individu, monsieur le premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu, monsieur Nicolas Tuedibadi Manana, qui a décidé de brader la justice. Nous reprochons à monsieur le premier président un certain nombre d'antivaleurs. Par exemple? Par exemple, la corruption. Par exemple, le clientélisme. Par exemple, l'intrusion intempestive dans les décisions judiciaires qui sont rendues par d'autres juridictions. Et par là, nous voulons dire qu'il viole à dessein le principe de l'indépendance du juge. Les professionnels des cours et tribunaux en demandent à l'intervention des autorités judiciaires du pays et du chef de l'État en personne pour remédier à cette triste réalité qui n'honore pas du tout la volonté d'instaurer un état de droit en RDC. Les toges noirs, les usagers de la justice, les auxiliaires, les avocats, les greffiers, les défenseurs judiciaires sont dans les rues de Goma pour dénoncer la corruption qui bat son plein et qui s'installe dans le ressort du Nord Kivu. Orchestré par le premier président, M. Tuedibadi. Au fait, la corruption est devenue un mode de gestion de la justice dans la ville de Goma, dans le ressort du Nord Kivu. Les plaintes sont payables. Que tu sois plaignant, que tu sois accusé, tu dois payer de l'argent. Les cautions exorbitantes dont nous ne savons plus pourquoi on doit monnayer la justice jusqu'à ces niveaux. Avec la présence de certaines autorités et grâce à ces accusations publiques, il n'y a plus qu'à attendre les conséquences. Classé en 2e position après la forêt amazonienne sur la liste des patrimoines de l'humanité, le parc de Virunga est actuellement à la proie de tous les abus. Les braconniers, les groupes armés, la déforestation sauvage et surtout l'intrusion et l'exploitation illicite de plusieurs ressources minières par le M23 dans les sites même du parc troublent les espèces menacées et en fait fuir toutes les vagues de touristes de plus en plus rares. Le revenus ont sensiblement baissé et plusieurs activités ferment déjà. Si rien n'est fait, une catastrophe naturelle s'y prépare. Reportage. L'île de Tchegera est de plus en plus délaissée par les touristes. Situé au sud du parc des Virunga dans l'est de la République démocratique du Congo, le site est en proie à l'insécurité depuis l'invasion du groupe rebelle M23. Un mouvement soutenu par le Rwanda d'après le Congo et un groupe d'experts de l'ONU. Ce que Kigali dément fermement. Sur les 6 sites, seulement un seul est resté ouvert. L'un de nos sites touristiques, notamment les sites touristiques de Bukima, a été attaqué, c'était vers 20h30, il a été attaqué par des rebelles de M23
et qui ont même mis fin à la vie de l'un de notre collègue, les gardes des parcs, brigadier Étienne. Et depuis ce jour-là, on a complètement fermé. Depuis 1996, plus de 225 gardes ont été tués par les groupes armés qui sévissent dans le parc des Virunga. Mais malgré le danger, cet officier ne compte pas abandonner son poste. Nous sommes la première menace parce que nous les empêchons de détruire la nature. Nous les empêchons de tuer des éléphants dans les parcs. Faute de visiteurs, les revenus du parc vont chuter. Dans nos prévisions au niveau du parc, au cours de l'année 2022, on s'attendait à une recette de 12,5 millions de dollars américains. Et donc, on ne pourra pas les avoir parce qu'il n'y a pas de visiteurs. Ces touristes internationaux viennent principalement pour les gorilles, mais aussi pour le volcan Nyiragongo. Un échec pour la République démocratique du Congo, mais une aubaine pour les pays voisins. Les gorilles se situent dans 3 pays. C'est des produits qui sont proposés à la fois au Congo, au Rwanda et en Ouganda. Si la destination du Congo n'est pas opérationnelle, ceux qui veulent visiter les gorilles n'auront pas de choix que d'aller au Rwanda et en Ouganda. Fin septembre, à l'Assemblée générale de l'ONU, le président Félix Tshisekedi a une nouvelle fois accusé le Rwanda de soutenir le M23 et de déstabiliser l'est de la RDC. La République démocratique du Congo a les atouts pour son décollage. Il est à la responsabilité de nos dirigeants à bien négocier avec le partenaire plutôt que jouer le jeu de ceux qui pillent les ressources du pays au détriment de la population congolaise. Cette affirmation est de M. Jean Mangalibi, coordonnateur de l'association des Amis de la Nature. Reportage. Il faut de l'argent pour qu'il y ait la propriété, non. Il faut travailler sur la conscience. Aujourd'hui, le Congo, qui est le pays solution, qui est la première réserve stratégique mondiale, ça c'est une bénédiction. Mais il est le premier pays mal nourri du monde, contraste. Et face à cela, nous devons changer l'approche. Parce qu'aujourd'hui, on peut nous donner des milliards. Si avec ce que nous avons comme richesse, on ne sait rien faire, il faut pas espérer quelque chose. J'ai vu qu'ils ont parlé aussi par rapport au bloc pétrolier. Mais il y a déjà un contentieux qui existait dans les temps. En 2017, on a renouvelé les contrats avec Perenco. Or, les contrats devaient être revisités en 2023. On l'a fait anticipativement. On a donné l'avantage à Perenco. Je crois pour les ministres de l'hydrocarbure, le souci aujourd'hui le plus important, ce n'est pas aller chercher les partenaires pour exploiter d'autres blocs pétroliers. Il faut d'abord terminer cette histoire avec Perenco. Parce que normalement, en 2023, si les contrats étaient revisités, selon un expert, parmi les gens qui ont su travailler par rapport aux lois sur la gestion de l'hydrocarbure, les Congo allaient recevoir 35% de la production, Perenco allait rester avec 65. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien? On nous donne juste les dividendes. On ne sait même pas combien ils exploitent. On est face à toutes ces réalités qui demandent que nous recadrons la façon de gérer les choses. Les Congo, avec plus de 120 millions d'hectares de sol arable, nous sommes les pays les mal nourris du monde, de la planète. Ça, c'est ridicule. Il faut aller chercher de l'argent, laisser rien. Non, aujourd'hui, on voit les cas avec le général Kassongo qui encadre les Koulouna. Avec peu d'argent, il a travaillé plus que Boukangalode. Ça montre que le problème du Congo, ce n'est pas d'aller quémander. Nous devons commencer à réfléchir pour trouver des solutions. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour flatter le président. Il a la grâce d'avoir la parole. Je crois que c'était l'année passée, quand il est allé en Allemagne, avec Angela Merkel, l'ex-chancelière, il a dit que le Congo avait des solutions par rapport à la pandémie. Mais c'était vrai. À ce moment-là, on a eu à voir Jérôme Mouniangui, qui a pu avoir un produit. On a eu Papa Tondele, qui, dans le temps, qui avait un produit qui s'appelle Manacovid. Papa Tondele a pu faire un Sassiforce. Papa Batangu a pu faire Manacovid. Et on a les professeurs Basengezi qui a pu faire du cassé pour dire que le Congo avait des solutions. Mais qu'a fait le gouvernement? À part imposer les gens, chercher à ce que les gens puissent recevoir les vaccins, qui n'étaient même pas importants pour l'homme aujourd'hui, c'est prouvé que c'était juste une escroquerie internationale. Quand le président dit aujourd'hui Congo pays solution, c'est qui est vrai, mais le gouvernement fait quoi? Pour valoriser les faits que c'est que nous avons, pour l'intérêt de la planète. Ça ne demande pas d'aller chercher de l'argent. Il faut réfléchir même par rapport à la technologie, et puis ne pas prendre n'importe quelle technologie. Sur les 120 millions d'hectares que le Congo a, on espère que 10 millions, et plutôt 10%. 10%, c'est à peine 12 millions d'hectares. Le reste d'hectares, c'est pas exploité. Ça montre qu'aujourd'hui, si le Congo
doit cultiver et peut cultiver d'une manière bio. Parce que nous sommes sur le terrain, nous ne parlons pas, nous travaillons. Et on a appris comment amender la terre sans l'apport de produits chimiques. Dans un autre registre, le vent commence à mal tourner pour l'ancien chef de la centrale électorale de la RDC, Corneille Nangaa, depuis qu'il a publié dans la presse une tribune intitulée « Élections 2023, les bons et les mauvais pas au regard de l'expérience ». Après une première plainte déposée à sa charge au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le parti SID de Martin Fayulu s'est joint à la procédure pour déposer à son tour une plainte afin qu'il réponde à certaines préoccupations pour établir la vérité des urnes qu'il réclame depuis. Plus de détails dans cet élément de la rédaction. Regardez. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Quelle mouche a donc piqué l'ancien chef de la centrale électorale Corneille Nangaa Yobelou pour sortir de sa retraite tranquille et se jeter dans une arène où il risque fort de regretter tous les bons et loyaux services qu'il prétend avoir rendus à la nation? Lui, le symbole de la première alternance politique de l'histoire de la RDC via les urnes électorales. Sa tribune, intitulée « Élections 2023, le bon et le mauvais pas au regard de l'expérience » dans la presse, n'a pas été du goût de tout le monde, en commençant par un avocat, Maître Jeannot Lompépé, qui a déposé une plainte au parquet général pris la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Plainte qui a déclenché une autre, celle de l'ESID, parti de Martin Fayulu, qui réclame des éclaircissements sur le contenu des allégations de Corneille Nangaa. En clair, Corneille Nangaa assure dans sa tribune avoir été l'objet, lors de son mandat à la tête de la CENI, des pressions et menaces de la part tant des chefs des missions diplomatiques de certaines puissances occidentales qui sont allés jusqu'à lui proposer l'exil sur le territoire de leurs pays respectifs, tant des hauts gradés de l'armée congolaise et autres agents de sécurité du pays, dont certains, d'après Corneille Nangaa, envisagèrent d'une solution militaire, c'est-à-dire d'un coup d'État pour éliminer l'éventualité d'un désordre social. C'est donc la nature de ces révélations graves pour l'ordre des résultats, bien que tardives, mais très riches pour l'actualité et inquiétantes quant au crédit du processus électoral, qui pose un véritable cas de conscience collective sur toutes les élections. Ainsi, n'ayant pris aucune réserve ni précaution sur ces secrets de coulisses électorales, Corneille Nangaa Yobelou devra s'expliquer devant la justice pour justifier, preuve à l'appui, ces révélations qui risquent de compromettre tout le travail de l'actuelle Commission électorale nationale indépendante pour les scrutins de 2023. Sincèrement, il est très mal barré. Poursuivons ce journal, madame, messieurs. Nouveau rebondissement dans le domaine collatéraux. Je vous disais, dommages collatéraux du dossier de l'ex-tout-puissant président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabound Akabound. Son épouse subit les rigueurs de la justice. Jugée au tribunal de paix de Kinshasa-Matete pour les multiples charges liées au démêlé de son époux, encore à Makala, madame Christine Mikombe a fait l'objet d'un réquisitoire du ministère public lors de l'audience publique tenue le jeudi 6 octobre 2022 qui demande une année de peine à son encontre, plus une amende d'1 million de francs congolais à payer. Fait grave, depuis l'instruction de son affaire, madame Christine Mikombe, épouse de Jean-Marc Kabound Akabound, ne s'est jamais présentée ou fait représenter par un conseil. Et les éclairages dans cet élément. Tel est l'époux, telle est l'épouse, dira-t-on, en analysant l'affaire de la conjointe de l'ex-président ad intérim de l'UDPS, député national et ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale incarcéré à la prison de Makala, Jean-Marc Kabound Akabound. Son épouse, madame Christine Mikombe, accusée de 4 préventions dont fausse détresse, dénonciation calomnieuse, imputation dommageable et injure publique, serait également l'objet d'une poursuite pour imputation dommageable envers l'actuel vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba Djekoko. À cet effet, le tribunal de paix de Kinshasa-Matete ayant pris cette affaire en délibéré avant de retenir le défaut de comparution de l'accusé qui n'a jamais répondu à toutes les invitations ni appels, comme il ne s'est jamais fait représenter par un avocat conseil durant la procédure, le ministère public a requis une année de peine à l'encontre de Mme Christine Mikombe, dont l'absence paraît littéralement comme si elle narguait la justice du pays. Des risques à encourir pour l'accusé sans que le rouleau compresseur de la justice s'applique pour l'exécution des sentences alors qu'elle bénéficie encore des présomptions. Tout à fait autre chose, inauguration et rénovation de la salle de réunion Antoine Rubens de la faculté de droit de l'université de Kinshasa par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
Tony Mouaba, cet acte exécuté sur fonds propres du ministre Mouaba est en fait une gratitude du fils de la faculté qui entend marquer son passage à la colline inspirée. Reportage de Martin Kaimbi. Voici le nouveau visage de la salle Antoine Rubens, réhabilitée des fonds en comble. Nous sommes bien à l'université de Kinshasa. C'est une salle mythique, chargée d'histoire, qui abrite le conseil de la faculté de droit. Rénovée et remise à neuf par le professeur Tony Mouaba, qui a financé tous les travaux de sa poche, ayant conduit à ces résultats. Ancien étudiant et enseignant dans la même filière, le ministre Tony Mouaba a non seulement présenté son mémoire de licence, mais aussi celui de son diplôme d'études approfondies avant de commencer de passer au rang de professeur dans cette même salle. Le doyen de cette faculté, le prof Jean-Louis Essambo, a salué ce geste de haute portée scientifique tout en appelant les autres à emboîter le pas. Au nom du conseil de faculté, au nom du bureau facultaire, au nom de la communauté de la faculté de droit, nous remercions très sincèrement la police pour le geste qu'il a fait ce jour. Et je prie ceux ou celles qui sont passés par cette maison d'emboîter le pas. Tony Mouaba a promis de ne pas s'arrêter là. J'ai vu que beaucoup de ceux qui nous ont encadrés dans cette faculté, qui étaient dans des fonctions politiques et élevées en dignité, sont revenus à la faculté poser quelques gestes de reconnaissance, la réhabilitation de certains bâtiments, certains auditoires, certains locaux. Et j'ai fait aussi comme eux, à chaque fois que l'occasion se présentera. Si on a les moyens de le faire, on n'hésitera pas de le faire pour rendre à la faculté de droit sa plus belle robe et permettre que les enseignements s'efface toujours dans la rigueur et l'excellence comme ça a toujours été. Des meubles modernes avec un système de sonorisation et de synchronisation où chaque participant disposera de son propre microphone. D'ici la semaine prochaine, chaque professeur aura sa propre boîte aux lettres personnelle installée au rez-de-chaussée. Des actes louables dans le but de redonner à la faculté de droit de l'université de Kinshasa ses lettres de noblesse. En société, comme de pauvres abandonnés dans un désert, les habitants de la localité Sanzadi, nous sommes bel et bien à Kinshasa, au quartier Mitendi, comme commune de Mongafula, sont à la quête de l'eau potable, une denrée devenue plus que rare, voire inexistante depuis on ne sait plus combien de temps déjà. Cette population qui souffre réellement de cette injuste pénurie recourt à l'eau de la source pour s'approvisionner. C'est un constat de Vite Panzou pour la rédaction de Mondico Télévision. Pas un seul robinet dans la localité de Sanzadi à Mitendi, dans la commune de Mongafula. L'eau est une denrée très rare dans cette partie de Kinshasa. Pour pallier à cette difficulté, les familles entières, femmes et enfants, recourent à la source Ngiangi, avec tous les risques possibles pour la santé et l'hygiène quant à la teneur de eau. Faisant ainsi face à d'autres difficultés telles que les érosions, montagnes et mauvais état de la route, pour satisfaire tous les besoins domestiques, ces habitants n'ont que leurs propres ressources pour s'en sortir, faute d'une assistance des services publics absents apparemment. Profitant du passage de reporter de Mondico Télévision, un premier résident contacté a voulu bien faire entendre sa voix. Nous n'avons pas compétence de placer la tuyauterie pour avoir de l'eau. Pour ce faire, nous avons quand même introduit notre demande en bonne et due forme aux autorités et nous attendons. Le dame souffre pour s'approvisionner, faire la lessive et autres. Que les autorités nous viennent en aide. Quant à l'autre, une dame, son calvaire n'est pas digne lorsqu'on s'imagine vivre dans la capitale de la RDC, pays dit pays solution, aux ressources hydrauliques importantes censées sauver l'humanité selon l'après-COP 27. Nous souffrons de cette pénurie d'eau et nos enfants parfois vont à l'école sans prendre leur bain. Nous bravons les montagnes, les érosions, juste pour trouver un peu d'eau. Le contraste est qu'en ce 21e siècle, les parties de Kinshasa soient sans eau alors que le pays regorge de plusieurs cours d'eau, aux autorités de rectifier les tirs. Encore une brève dans ce journal. Dans le Haut-Katanga, la frontière de Kasumbalesa,
porte d'entrée principale de la RDC avec la frontière zambienne est fermée depuis quelques heures du côté de la Zambie. Motif, les conducteurs de remorques zambiens refusent de traverser le checkpoint congolais tant que la lumière sur le décès d'un de leurs sur le sol congolais n'aura pas été faite. Les Zambiens ont déclenché une grève qui préjudicie le transport de marchandises des opérateurs économiques congolais bloqués par cet arrêt contre-productif. Selon les maires de la ville de Kasumbalesa, M. André Kapampa, le conducteur zambien serait mort de maladie sur le sol congolais tout simplement, d'où l'RDC n'a pris que les mesures pour le rapatriement de la dépouille. Entre-temps, la confusion règne de deux côtés de la frontière qui limite la Zambie de la RDC lorsque les manifestations hostiles de Zambiens persuadés que leur compatriote a été tué menacent déjà le No Man's Land. Affaire à suivre. Revue de presse à présent. L'actualité, c'est aussi les journaux parus ce vendredi 7 octobre dans la ville-province de Kinshasa, dans une collection de Mégé Bibomba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Lancement des travaux Bibois 2, RDC, Jean-Jacques Mbungani s'engage à trouver d'urgence des solutions durables aux revendications des professionnels de la santé, titre La Prospérité en sa manchette. Selon le journal, les membres de la commission interministérielle et les représentants du banc syndical, notamment le SINAMED, SILIMED, SIMECO et autres, prennent part à cette négociation dont l'objectif est de réfléchir et proposer des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Cette rencontre, explique les quotidiens, constitue une suite logique des travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs, ainsi que d'autres pro-santé des services publics de l'État. Et selon l'avenir, les gouvernements s'engagent à trouver d'urgence des solutions durables aux revendications des professionnels de la santé. Les confrères rappellent en chiffres quelques avancées enregistrées à la suite des travaux des Bibois 1. Sur 7723 médecins répertoriés dans les fichiers Bibois, renseignent les colonnes, tous ont été alignés par le gouvernement dans son engagement cristallisé. 5408 agents et autres catégories professionnelles ont été alignés à la prime des risques au 4e trimestre 2022. Dépôt des armes par les M23 et les dialogues francs entre Kinshasa, Kigali et Kampala, plan Kamere pour le retour de la paix, s'exclame Africa News à sa une. Après sa tournée dénommée Amani, Vital Kamere propose ainsi sa recette. Dans un communiqué officiel relayé par le journal, le président de l'Union pour la nation congolaise est rentré avec un plan de sortie des crises de l'Est du pays basé sur sa théorie de l'œil du cyclone au centre du triangle. Cette recette, en croire les rédacteurs de l'article, lui permet de mettre un accent particulier sur la nécessité d'un dialogue sincère entre les pays impliqués qui forment le triangle, au centre duquel se trouve le M23, l'œil du cyclone. Maïndombe, Kwilu et Kwango, les gouverneurs sollicitent des renforts militaires, écrit les phares dans ses colonnes intérieures. Reçus en audience par les présidents du Sénat, les 3 gouverneurs n'avaient qu'un seul message dans leur cahier de charge. L'envoi par le gouvernement central des renforts militaires dans l'ex-Grand Bandundu pour sécuriser dans la durée cette partie du territoire national. Les 3 responsables territoriaux cités par le quotidien sont allés frapper à la porte du speaker de la Chambre haute du Parlement afin de solliciter son appui à leur plaidoyer dans le but, renchérit les confrères, de mettre fin au conflit meurtrier entre communauté Teke et Yaka, mais aussi rechercher et neutraliser les infiltrés qui sont en train de créer des poches de sécurité à travers l'ex-Grand Bandundu. Voilà que referme ce kiosque à journaux. Madame, Messieurs, merci et au revoir. Voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Une
Il n'y a toujours pas d'eau potable pour les pauvres habitants du quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. Cette pénurie d'eau expose ces Quinois oubliés à plusieurs maladies et contraintes insoutenables. Ils demandent les secours de services et autorités concernées. Le parc de Virunga est fortement menacé dans toute sa structure. Les M23 est signalé dans ces patrimoines de l'humanité où ces abus font fuir les touristes et causent de pertes dans les revenus. Corneille Nanga est sur le charbon ardent depuis la publication de sa tribune qui soulève beaucoup d'interrogations dans l'opinion. Il doit répondre à cet effet à des plaintes déposées contre lui au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Voilà, c'est par ici que nous réformons complètement cette édition du journal sur Mondico Télévision. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci, au revoir.